Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech. Aujourd'hui, dans cette édition, deux grands rendez-vous. Un premier, les interviews de l'IA. On va parler avec les acteurs du monde de l'intelligence artificielle, notamment des niveaux d'adoption, mais aussi de l'impact environnemental de l'IA, et puis d'un événement qui va nous donner davantage d'acculturation sur ces sujets. Autre rendez-vous aujourd'hui, ce sera avec l'économie du mobile. Dans le rendez-vous Mobile Business, on va parler de ChatGPT qui se met au commerce conversationnel. Allez, c'est parti. Allez, on commence cette édition avec les interviews de l'IA et des acteurs qui font l'actu dans le domaine de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, autour de la table, Hélène Valade est avec nous, directrice développement environnement du groupe LVMH. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes également la présidente de l'Observatoire de la RSE qui publie un baromètre avec Wavestone sur ces défis liés à l'IA, mais ces défis RSE. Et ça, voilà, ça va faire l'objet d'une belle conversation. À côté de vous, Mehdi Medjaoui est avec nous également, start-upper dans les deep tech, chef d'orchestre de nombreuses conférences qui sont donc aujourd'hui rassemblées sous une même bannière, FOST, Future of Software Technology. On va parler, notamment parce qu'ici on s'intéresse beaucoup à l'IA, de génération AI. Mais on commence avec vous, Jean-Baptiste Ozou, directeur de la Business Unit Finance de Cégide. Bonjour, Bonjour. bienvenue. Éditeur français, leader européen, bien sûr, de solutions de gestion pour les entreprises. Vous êtes là depuis toujours, j'ai envie de dire, Cégide, sur ces sujets. 35 ans. 35 ans. Eh oui, c'est pas mal. On n'est pas là depuis toujours sur l'IA, mais on y travaille. C'est vrai. Alors l'IA, c'est effectivement ce qui agite un petit peu tous les secteurs dans le numérique, hein. Et donc, vous avez publié une étude avec Opinionway, j'imagine, dans l'objectif de découvrir quelles étaient les intentions sur l'utilisation de l'IA des entreprises, donc de vos clients. Et des salariés, des entreprises, et comment les Et les métiers salariés, aussi, c'est ça. voilà, les salariés des entreprises qui sont nos clients utilisent cette IA, et donc dans les métiers, comment ça se diffuse à l'intérieur. Ouais. Et notre intérêt, c'était de faire une comparaison entre les pays européens sur lesquels nous sommes présents, donc majoritairement Belgique, France, Espagne, Portugal, pour un peu voir comment était adoptée l'IA à l'intérieur des entreprises. Alors, qu'est-ce qu'on en tire comme enseignement? On en tire plusieurs enseignements. On en tire déjà que la France est assez utilisatrice de l'IA, mais avec des éléments beaucoup plus raisonnés. Par exemple, Par rapport aux autres pays, vous voulez dire? par OK. rapport aux autres pays, effectivement. On voit que sur l'IA, par exemple, utilisation importante, 36% des salariés français utilisent une IA interne, contre 17-18% en Espagne ou au Portugal. Donc on voit une maturité C'est des vraiment entreprises. énorme, en fait, comme C'est, différence. le différentiel est énorme. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a une maturité des entreprises françaises qui ont pris conscience de l'importance de structurer cette information IA et l'usage qui en est fait à l'intérieur. C'est-à-dire comment je contrôle l'information pour pas qu'elle soit diffusée en totalité à l'extérieur. Pour pas laisser la place à du shadow AI. Exactement, exactement. OK. Et paradoxalement, on a quand même quasiment les 2 tiers des salariés français qui se posent des questions sur où je vais avec mon IA. Donc, on soit un refus d'usage, et il y en a quand même quasiment un quart, plutôt sans stigmatiser, mais plutôt dans des générations plus anciennes, et le reste, à peu près un tiers, qui dit moi, j'ai une crainte vis-à-vis de l'IA en usage. Soit une crainte, une peur primaire, une inquiétude fondamentale, ou une pseudo-indifférence vis-à-vis de l'usage. D'accord, et la crainte sur, le remplacement, Ouais. Bon. du salarié par, une intelligence artificielle, j'imagine qu'elle est présente aussi Oui, on y dans cette reviendra sans doute. étude? Il y a cette fameuse crainte du remplacement. Oui. Il y a aussi maintenant une crainte de est-ce que l'information que l'on me donne est bonne? C'est-à-dire jusqu'où je vais dans ma confiance vis-à-vis de l'information Ça, qui c'est est une preuve rendue. de maturité, Exactement. en Et c'est l'occurrence. là où on dit il y a une énorme preuve de maturité des Français parce que ils ont cette sujet par rapport à la confiance de l'information transmise, plus le sujet de l'impact écologique. On y reviendra. Et là, on a les jeunes générations qui sont très portées sur cet élément-là, voire également le côté éthique de l'IA. Ouais. Donc, et ça ressort beaucoup plus fort en France qu'en Europe. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que globalement,
enthousiastes, peut-être un peu moins que dans certains pays, parce que certains moins diffusés, mais avec une grande maturité par rapport à l'usage qui en est fait. Et très concrètement, est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez l'IA transformer, les métiers ou le Alors, travail? nous, chez Cégide, on est persuadés que l'IA transforme et va transformer fondamentalement les métiers. On a, si on peut résumer ça, hein, on a eu 3 temps dans l'IA, peut-être que vous pourrez compléter. Pour nous, on a eu le temps de la restitution de l'information, de l'assistance et de l'alerte. C'est-à-dire globalement, j'ai un prompt, je l'interroge, il me donne de l'information et je peux traiter cette information-là, avec des alertes potentielles sur, des fraudes par exemple, sur, des usages, en termes RH. Ensuite, on a eu le temps du, je conseille, je recommande. C'est-à-dire à partir de cette donnée-là, qu'est-ce que l'on peut faire? Heu, Nous, on a par exemple développé des systèmes RH sur tous les entretiens annuels qui viennent, compléter quasi automatiquement à travers une conversation ou à travers quelques notes, les, rendus, des entretiens annuels. D'accord. Donc là, ça vient, vraiment, proposer, assister et conseiller le manager, du remplissage. Et puis là, on rentre dans une phase où que nous on considère, d'action, donc pour agir et pour, automatiser, certains éléments. La phase agentique, Alors c'est peut-être on un peu est rapide, ouais. c'est peut-être un peu Mmh. rapide, on est évidemment pas dans la phase agentique encore, mais on est dans cette préphase préphase, agentique, où, je viens, effectivement, proposer des actions, tout ça, comme je disais, vient préparer, l'avènement, de l'agentique ou comment on fera. Parce que là, on rentre dans des sujets beaucoup plus profonds de transformation et de process d'entreprise et de transformation d'outils Mmh. également avec et l'agentique, hein. et et le sujet de la confiance aussi, qui va, encore plus s'inviter sur l'agentique. Vous vouliez commenter? Vous aviez, je vous ai vu réagir. Non, mais je trouve, on a également mené, une étude auprès des entreprises à la fois en Allemagne, chez les Britanniques et en France et on retrouve des, résultats assez similaires. Donc c'est assez intéressant, notamment sur le côté, très, dual finalement. C'est-à-dire l'IA comme étant, un vecteur de progrès, sur l'analyse des données, enfin sur Mmh. tout un tas de sujets. Et puis par ailleurs, des craintes, tout ça cohabitant et les craintes, si je peux me permettre de rajouter à ce que vous avez dit, les craintes vont aussi presque des craintes, psychosociales sur le mode, mais est-ce qu'on va y arriver? C'est-à-dire est-ce qu'on va maîtriser cet outil? En effet, est-ce qu'il va nous remplacer? Mais il y a d'abord une sorte de charge mentale qui est comment on va faire pour attraper à nouveau cette transformation qu'on nous demande encore. Il y a eu Mmh. la transformation de la RSE, la transformation du durable. On rajoute cette transformation-là et je trouve qu'on a probablement le devoir, les uns et les autres, d'être dans de la pédagogie. Parce qu'au fond, je suis pas sûre que tout le monde sache de quoi on parle, c'est-à-dire entre les outils purement numériques, Comment se les l'IA, approprier? etc. Ouais, Voilà, il ouais. faudrait qu'on fasse, peut-être ensemble, de la pédagogie sur ces sujets. Alors la semaine dernière, j'ai reçu justement, une personne qui lançait un club pour que tous les responsables IA des entreprises puissent se parler. Ouais. Parce qu'il m'a dit, en fait, ils se sentent seuls et en difficulté Mm, devant les promesses de l'IA, finalement, pour concrétiser ce qui est attendu. mm, C'est un défi, pas facile à relever. mm, Donc oui, je crois que tout le monde a besoin d'en parler très mm, honnêtement, finalement. Qu'est-ce mm. que je fais avec cette IA? Comment je me l'approprie? Entre la promesse et la réalité, on en est où? Justement, nous, Mehdi? dans les conférences IA que j'organise, on les voit, ces décideurs qui discutent ensemble et qui se posent beaucoup de questions. Et c'est vraiment la bataille, la chasse au cas d'usage. Chacun essaie de voir si quelqu'un a trouvé un cas d'usage hyper concret avec un gros retour sur investissement, parce que l'IA, ça coûte cher. Ouais. Il y a les vendeurs logiciels qui poussent aussi énormément pour trouver des cas d'usage, pour justifier leur investissement et trouver des exemples pour continuer de vendre des solutions IA qui coûtent cher et dans lesquelles ils ont beaucoup investi. Mmh. Je rappelle que quasiment tout le monde perd de l'argent aujourd'hui du côté vendeur logiciel, à part Nvidia, mais parce que c'est à perte. On a une IA qui est peut-être la moins chère de ces prochaines années. Donc là, c'est vraiment la chasse au cas d'usage. Et il y a vraiment deux choses qui se dégagent. La première, c'est qu'on pensait avoir des cas d'usage innovants.
Et en fait, la majorité des cas d'usage fonctionnel, c'est on remplace les gens par des IA pour des choses exemple, le support client ou ce genre de fonction-là. Alors, au lieu d'avoir vraiment des innovations métiers, business, des nouveaux modèles d'affaires, l'imagination des décideurs, c'est plutôt de voir là où l'IA est forte et de remplacer ce qui est existant. Donc, c'est pour ça qu'il y a une peur des salariés aussi. C'est parce qu'on n'a pas une IA Donc, qui s'appuie qui sur émancipe des choses très concrètes, finalement, ça. très concrète, mais elle Oui. n'émancipe pas le business. Pour l'instant, elle remplace des fonctions Ouais. très support. Donc ça, c'est le premier point. Et il y a vraiment le deuxième point, c'est tous les enjeux de gouvernance, de sécurité. Il y a vraiment une distinction entre l'IA pour le fun, faire des choses intéressantes, des proof of concept d'époque, et l'IA pour le run, qu'on met vraiment en production. Et là, il y a la DSI, le RSSI, il y a tout le DPO qui arrive et qui disent attention, ce que vous avez fait en 3 mois, c'est génial, mais il va falloir 18 mois pour le déployer. Et ce n'est pas le temps de l'IA et le temps de ce qui a été vendu au business, quoi. Et ouais, c'est ça. Et vous voyez ça aussi beaucoup chez vos clients, en fait, beaucoup de POC qui sont lancés, puis derrière, c'est un peu la panne, quoi. On a eu ça. Je dirais que il y a 6-9 mois, on avait énormément de POC qui étaient lancés, même chez les éditeurs, hein, comme nous, on lançait beaucoup de POC pour savoir où on allait. Ouais. On en a moins. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de POC, et je suis tout à fait d'accord, qui n'ont rien donné. C'est-à-dire que les cas d'usage n'étaient pas là. Et aujourd'hui, il y a un gros travail de formation des équipes, de communication avec les clients pour dire, finalement, ne courons pas après le cas d'usage, mais inventons des nouveaux éléments. Et c'est là où moi je suis persuadé que l'IA agentique nous permettra ça, parce ça va ajouter des éléments fonctionnels, donc ces fameux agents. Et ceux-là, on n'aura pas besoin d'avoir des cas d'usage, ils seront naturels, c'est-à-dire qu'on va avoir un redécoupage, notamment dans les ERP qui sont très monolithiques, de fonctions qui seront agencées. Et dedans, on aura de l'agencement purement automatique, on aura de l'agencement automatique humain, et on aura des fonctions humaines qui seront réalisées, et l'ensemble sera orchestré par des outils d'orchestration. Et à ce moment-là, on ne se pose même plus la question du cas Pensez d'usage. à tout le processus. Ça, C'est le processus c'est complet. super important. Exactement. Ouais. Et là, après, on ne court plus après le cas d'usage. Hélène Valade, je rappelle, vous êtes directrice développement environnement de LVMH et présidente de l'ORS, donc l'Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises. Vous publiez un baromètre avec Wavestone, Data, éthique, limite planétaire, qui met en avant ces défis RSE liés à cette expansion de l'IA partout. Il y a beaucoup de choses intéressantes dans l'étude. Parmi les nombreux chiffres de ce baromètre, moi j'ai noté celui-ci, 59% des entreprises utilisent déjà l'IA pour la mesure et la communication ESG. Oui, alors il y a plusieurs choses en L'IA effet au dans service finalement de la mesure absolument. Et de la RSE. ça part du fait que, et c'est un élément extrêmement important de ce baromètre, parce qu'on voit des évolutions à l'espace de 2 ans qui sont assez radicales, assez fortes, que la RSE s'est installée à l'intérieur des stratégies des entreprises et n'est plus, comme ça l'a été, posée à côté. Oui. Donc, autrement dit, on est passé d'une RSE corporate engagement à une RSE extrêmement opérationnelle qui pénètre l'ensemble des métiers, justement les achats, la logistique, les opérations, les DSI. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a une vraie transformation du business avec la volonté de prendre en compte les conséquences du réchauffement climatique sur des chaînes d'approvisionnement. Il n'y aura pas d'entreprise gagnante dans dans un monde qui brûle. Donc, ça pénètre le business. Parce qu'il y a eu des obligations aussi. Les deux. Vous savez, il y a eu beaucoup d'entreprises très volontaires avant les Ouais. obligations réglementaires, hein, et je pense qu'il y a un tricotage à Mais la alors fois du pourquoi- côté volontaire et du côté réglementaire. Pourquoi j'ai retenu ce chiffre ? Parce que c'est le paradoxe pour moi. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle pose des nouveaux défis Ouais, à la planète, mais des apporte défis environnementaux énormes, et en même temps, on voit que c'est un outil hyper utilisé pour organiser sa RSE. et apporte des solutions pour la RSE, notamment parce que la donnée ESG, vous voyez, la donnée extra-financière, environnementale, sociale, de gouvernance, est devenue un asset pour les entreprises, aussi fort finalement que la donnée financière. Et pour cela, il faut qu'elle soit sacrément robuste, cette donnée ESG. Et on n'a pas une seule unité, nous, hein. L'euro, non. On a des tonnes d'émissions de CO2, des mètres cubes d'eau, etc. Donc, on a besoin, en effet, de ces systèmes, de ces nouveaux outils d'intelligence artificielle pour aller traquer la donnée, l'assembler de manière intelligente, en faire aussi de la prédiction, hein, parce qu'on travaille beaucoup
avec des scénarios d'évolution, justement. Et c'est pour ça que ça devient oui, vital et que ce baromètre montre bien que les entreprises s'en sont emparées et que se créent dans les entreprises des binômes entre les patrons de durabilité, les patrons RSE et les patrons de DSI. D'ailleurs, moi-même, Ça chez travaille bien LVMH, ensemble? j'ai un super tandem avec le mien Ouais. et c'est extrêmement agréable. Aussi parce qu'on donne, d'une certaine manière, du sens à des outils qui étaient super techno. Et donc, voilà, on apporte l'utilité de cela. Mais vous avez raison. À côté de cela, il y a en effet des impacts de l'IA sur l'environnement, et c'est en effet le job des directions de RSE de s'en occuper aussi, mais qui ne doivent pas être pris comme des fatalités. On dit beaucoup, voilà, consommation énergétique, consommation d'eau, conflit d'usage de l'énergie dans un certain nombre de pays, et c'est vrai. Et d'ailleurs, il faut s'employer à le mesurer mieux. Mais à côté, il faut chercher des solutions. Les data centers plus petits, enfin, il y a plein de solutions sur lesquelles on est en train de Oui. travailler. Voilà, donc comme d'habitude, le progrès, c'est toujours à deux visages, mais il faut qu'on traite les deux en même temps. C'est difficile, en même temps, c'est assez enthousiasmant. Déjà, d'en prendre conscience. Exactement. Mehdi Medjaoui, c'est peut-être un sujet que vous allez aborder dans vos nombreuses conférences. Donc, je rappelle, vous êtes start-upper dans les deep tech, organisateur donc notamment des Happy Days, donc qui s'intéressait au monde des API et puis qui a pris beaucoup d'ampleur sur l'intelligence artificielle. Votre conférence phare s'appelle Génération AI. Aujourd'hui, l'ensemble de vos conférences sont regroupées sous la bannière FOSS, Future of Software Technologies. Le rendez-vous que vous nous donnez, c'est du 9 au 11 décembre à la Défense. Quelles seront les grandes préoccupations que vous allez adresser autour de l'intelligence artificielle à cette occasion? Alors oui, c'est vrai que c'est important parce que la France est vraiment devenue une place de conférence IA. On a Vivatech qui est un phare pour Ouais. toute l'Europe. On a eu le REST Summit pendant l'été. Il y a Adopt AI dans 10 Ouais. jours au Grand Palais. Et l'idée, c'est de finir l'année avec une autre très grosse conférence sur le logiciel. Cette fois-ci, qui sera faite par que des acteurs indépendants et qui va réunir une trentaine d'acteurs qui font des conférences tech, chacun sur leur sujet. Donc on a un peu tous les sujets, mais les gros sujets qui vont arriver, bien sûr, c'est l'IA agentique et ce qu'on appelle l'expérience agent, c'est-à-dire comment se préparer son entreprise, son site web, ses applications, à ce que les agents puissent venir interagir avec. Qu'est-ce que ça veut dire de venir acheter, de laisser un agent acheter sur son site web? Qu'est-ce que ça veut dire de se faire indexer par un agent pour apparaître dans les résultats de recherche de ChatGPT ou de Ouais. Gemini ou autre? Donc ça, c'est un vrai sujet. Et les cas d'usage dans les entreprises. Là, l'idée, c'est qu'on a, nous, une quarantaine En d'entreprises. pensant processus, parce que ça c'est important de sortir du simple petit cas d'usage isolé. Oui, et c'est processus. Et même nous, on a des intervenants qui viennent dire, moi, je viens à votre conférence parler pour montrer que j'ai eu un cas d'usage avec un ROI positif, surtout pour aller, en 2026, aller convaincre tout mon groupe et évangéliser mon groupe à l'intérieur sur comment ça a marché chez moi, parce que tout le monde attend quelque chose qui fonctionne. Donc ça, c'est vraiment le premier sujet. Il y a une conférence dans la fédération qui s'appelle Green.io sur les aspects environnementaux du numérique. Et là, c'est la vraie dichotomie entre faut faire plus avec l'IA qui consomme énormément et il faut avoir la contrainte environnementale, le numérique responsable, donc l'éthique, l'environnement, les biais que l'IA peut apporter. Donc il y a vraiment ces enjeux-là. La sécurité, Et le dernier aspect, c'est la cybersécurité. Parce que rien ne vous échappe. ça crée des nouveaux enjeux. Mais c'était l'idée de fédérer tout Ah le oui. monde. Comme ça, il n'y a aucun sujet qui ne sera pas adressé. Il y a l'IA open source qui sera adressé. Vraiment, pour ceux qui iront sur le site de FOSS, vous verrez, il y a une trentaine d'événements. Il y a tous les sujets dessus. Mais le vrai sujet, c'est, OK, est-ce que c'était une hype? Est-ce que c'était juste un feu de paille parce que et vraiment, c'est important. Les CEO et les COMEX et les CODIR comprenaient enfin une technologie. La blockchain, c'était compliqué, le métavers, ils n'ont pas trop compris, et puis c'était peut-être pas utile non plus. Mais Ça dépend des COMEX quand même. alors, ça dépend des COMEX quand même. Mais j'ai été parfois faire du consulting à certains COMEX, pas LVMH, mais c'était compliqué. C'est vrai qu'à LVMH, vous êtes hyper en pointe sur tous ces sujets, parce qu'on On vous voit à essaye, on Vivatech essaye, ouais, absolument. à chaque fois. Ouais, exactement. Oui. Mais nous, on voit les DSI, ils disent, mince, là j'ai un CEO qui comprend la technologie, qui l'utilise tous les jours, il voit la transformation de toute l'entreprise à partir de ça, il nous demande de l'opérer, DSI, innovation, Chief Data Officer, et il dit, voilà, là, on ne peut pas se cacher derrière une technologie qu'on va dire, donnez-nous le budget, on va gérer. Donc là, toute l'entreprise a la pression, et tous les services informatiques, métiers, sont aujourd'hui au service du potentiel de l'IA, quoi. Et après, il faut avoir les bonnes compétences aussi, parce que ça, c'est un sujet, je pense, qu'on peut discuter transverse. Trouver les bonnes compétences, avoir les bons ingénieurs en IA qui pensent métier. Est-ce qu'aujourd'hui, on est suffisamment bien équipé dans les entreprises?
Il n'y en a pas assez. Non, la réponse est Il y en non a pas là, assez. mais Ouais, ouais. mais ça rejoint l'enjeu de formation dont on parlait tout à l'heure et d'émergence de ces nouvelles compétences. Comment les entreprises peuvent les mettre en œuvre. Ça a été exactement la même affaire sur la durabilité. Comment, grâce à la formation, on dote de nouvelles compétences l'ensemble des collaborateurs. Et je pense qu'il faut que cette transformation, elle soit duale, quoi. Elle soit à la fois digitale et durable. Et ça passe en effet par par des sacrées politiques de formation. Ouais. Totalement d'accord. Chez Cégide, on a formé 5 500 personnes Voilà. en interne. On l'a fait en 3 mois et demi parce que ça nous paraissait fondamental de le faire. Et encore, on parle bien de formation. On ne parle pas encore de complètement utiliser les éléments. On est face à une transformation Ouais. profonde C'est-à-dire qu'on est sur l'acculturation, c'est ça pour pour l'instant? l'instant. Ouais. Et on commence quand même à avoir des projets. Mais ça se fait sur des petites équipes. Et donc, on voit bien qu'il va falloir accompagner tout ce mouvement, former les gens en interne, certainement aller recruter des gens spécialisés autour de ça avec des profils différents, avec des modes de fonctionnement dans les projets qui seront différents, parce que le temps ne sera plus le même. Là, il va y avoir des salaires qui vont augmenter, là, surtout les experts IA. Pas forcément. Si. Alors, Si, je Si sais on les pas, hein. si on les Voilà, incentive à exactement. l'impact environnemental, ça peut être très intéressant. mais même les grands groupes de logiciels ont des problèmes. Meta a Ouais. essayé de recruter des gens pour plusieurs centaines de millions de dollars, même pour jusqu'à 1 milliard. Il y en a qui refusent parce qu'ils font des choses qu'ils estiment plus intéressantes et qu'ils ont déjà assez d'argent. Il y a Yann Lequin là, qui va quitter Meta pour monter sa start-up. Il C'est-à-dire faut le prendre chez Cégide ou LVMH, je sais pas, mais Bah, c'est un faut- bon candidat, à mon avis. faut le prendre, ouais, mais voilà, ça va être, il faut l'intéresser en tout cas. Mais ce que je veux dire, même les grands ont énormément de mal sur ces hyper talents, ces talents extrêmement peu, qui sont très peu présents. Donc c'est partout un problème. Il faut former la masse et il faut garder les meilleurs. C'est très très dur pour tout le monde. Voilà, Et former en interne aussi, voilà. Faire progresser tout le monde. On a quoi? Les 10 secondes pour un temps fort sur la conférence, enfin l'ensemble des conférences. bah, il y aura les annonces de Google, Nvidia, OpenAI. Il va y avoir des annonces. Il y aura des annonces, des démos qui seront pour faire la Des première fois en Europe, avant-premières. qui seront présentées la première fois en Europe et pour certains dans le monde. Donc voilà. Super. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Ozou, d'avoir été avec nous de Cégide, Hélène Valade, d'avoir été avec nous aussi de l'Observatoire de la RSE et Mehdi Medjaoui pour les conférences. Merci à vous de nous suivre. On enchaîne avec notre rendez-vous Mobile Business. C'est l'heure de la séquence Mobile Business avec Jérôme Bouteiller, fondateur d'écranmobile.fr. Bonjour Jérôme. Bonjour. On va s'intéresser pour son 3e anniversaire à un nouveau virage que prend ChatGPT, ce virage vers le commerce conversationnel, annoncé par le patron Sam Altman. Effectivement, ChatGPT fêtait fin novembre son 3e anniversaire, en tout cas pour la version grand public. Et on peut dire que cette application a complètement transformé le secteur du digital. Sam Altman estime qu'il y a à peu près 800 millions d'utilisateurs désormais chaque mois pour ChatGPT. Au niveau global, on parle d'1,5 milliard d'utilisateurs de l'IA générative dans le monde. En France, une étude Médiamétrie qui estime qu'aujourd'hui 40% des internautes utilisent l'IA générative. Ça monte même à 73% pour les 15-24 ans. Donc c'est vraiment un succès Ouais. planétaire et qui a été extrêmement rapide. Alors on connaît ChatGPT pour sa capacité à générer du texte, traduire ou synthétiser. On connaît aussi Sora maintenant, qui est l'application qui permet de générer des images et surtout des vidéos avec de plus en plus de deepfakes toujours plus réalistes. Vous avez peut-être aussi découvert Atlas il y a quelques semaines, qui est un navigateur web agentique qui va en gros automatiser tout un tas d'activités sur Internet. Mais ce qui est effectivement aussi très intéressant, c'est le virage que prend ChatGPT vers ce qu'on appelle le commerce conversationnel. Alors justement, qu'est-ce qu'on appelle le commerce conversationnel? C'est-à-dire qu'on fait du commerce via une application de messagerie? Alors effectivement, c'est un concept qui a été défini il y a une dizaine d'années par Chris Messina. À l'époque, il était lead développeur chez Uber, l'application de taxi, qui consiste effectivement à déplacer au sein d'une application de messagerie des activités transactionnelles de commerce électronique. Alors ça englobe les phases de découverte, de mise au panier, mais également d'achat ou de relations clients. Et ça peut se retrouver dans une application de messagerie instantanée ou un réseau social. Et c'est un concept qu'on redécouvre récemment avec l'arrivée des chatbots, puisqu'en fait, c'est une conversation avec un robot.
Et donc, que fait ChatGPT dans ce domaine? Alors, il y a eu plusieurs annonces majeures ces dernières semaines. La première, c'était avec Booking, qui est le géant néerlandais du tourisme. Et l'idée, c'est d'intégrer les destinations de Booking dans ChatGPT pour permettre aux utilisateurs de ChatGPT d'abord d'être aidés pour choisir une destination, un hôtel ou une destination touristique, mais également les accompagner dans les phases de réservation Oui. directement dans ChatGPT, donc sans aller sur Booking.com. Il y a eu également une autre annonce de la part de Walmart, c'est le géant américain de la grande distribution, qui est un petit peu en retard sur Amazon et qui va s'appuyer sur ChatGPT pour digitaliser sa relation client. À nouveau, on va pouvoir découvrir des produits, les mettre au panier, les acheter et accompagner dans les phases de relation client. Et c'est ce qu'on commence à appeler le commerce électronique agentique. Et il faut faire attention parce qu'effectivement, en fonction de ce qu'on demande, l'IA peut acheter à notre place les produits qu'on a demandés. Et on peut rappeler d'ailleurs aussi que Sam Altman a des ambitions dans le domaine du paiement. Oui, également plusieurs annonces au cours du mois d'octobre. On peut citer PayPal, le géant du paiement, mais également Stripe, qui gère déjà les abonnements à ChatGPT+. Et là, l'idée, c'est d'accueillir dans ChatGPT des produits, des services, et permettre donc des achats de produits à l'acte ou à l'abonnement. On parle de GPT Store, un peu de la même manière que Apple et Google ont lancé des App Store pour les applications il y a quelques années. Simplement là, on ne s'appuie pas sur un système d'exploitation, on s'appuie sur une application, une super application qui fait office de plateforme. Et alors, de manière générale, vous pensez que ce commerce conversationnel pourrait vraiment faire de l'ombre au e-commerce classique? Effectivement, on peut le penser. Le e-commerce classique, il a à peu près une trentaine d'années avec l'arrivée d'Amazon, avec des interfaces qu'on connaît bien, des mises au panier et des achats. Là, l'IA générative et le conversationnel vont un petit peu réinventer toutes ces phases donc de découverte de produits, de mise au panier, d'achat. On voit que ChatGPT travaille dessus. On peut également citer les réflexions de Meta pour ses applications WhatsApp ou Instagram. On a aussi Telegram qui a annoncé des choses. On sait qu'Amazon travaille dessus. Pour vous donner quelques chiffres, YouGov a fait un récent sondage et ils estiment que 37% des Français sont prêts à demander à l'intelligence artificielle de les aider pour leur futur cadeau de Noël. On a aussi des chiffres de Work qui estiment que ce e-commerce agentique et conversationnel pourrait représenter 136 milliards de dollars dès l'année 2025. Et si on se projette en 2030, on a une étude d'In Company qui estime que ça pourrait représenter 1700 milliards de dollars. Ça sera à peu près un tiers de tout le commerce électronique mondial. Ok, donc tout ça, ça représente une nouvelle manne et j'imagine que c'est plutôt bienvenu pour un OpenAI qui est en recherche de revenus parce que ça coûte très cher de faire des IA conversationnelles. Effectivement, on sait que l'IA aujourd'hui, c'est des dizaines, des centaines de milliards de dollars d'investissement dans les data centers, dans les équipes. Et effectivement, en plus des abonnements, prendre des commissions sur le commerce électronique, mais il y aura également aussi des revenus publicitaires, pourrait contribuer à équilibrer le modèle économique d'OpenAI. Commencer à essayer d'en trouver un peut-être en tout cas. Merci beaucoup. Jérôme Bouteiller, je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef et le fondateur d'écranmobile.fr. Merci pour vos éclairages et vos chroniques sur cette économie dans le monde du mobile. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Smart Tech. J'étais ravie de partager ces 28 minutes avec nous. Vous nous regardez sur la chaîne Be Smart for Change. À très bientôt.